À vous tous et toutes d'être présents pour cette quatrième séance du séminaire Genre et méthode, donc, qui est organisé par le LAPSIC et par le CRISIS. Donc aujourd'hui, on va faire une séance sur la représentation du genre ou des genres dans les médias. Donc on va d'abord accueillir Cécile Méadel, qui est professeure des universités à l'université Panthéon-Assas, qui est aussi directrice du Charisme, sociologue des médias. Et Cécile Méadel travaille sur la question des usages d'éthique, technologie de l'information et de la communication, de leur mise en forme, et elle s'intéresse également aux formes d'existence du genre sur Internet et dans les médias. On entendra ensuite Carole-Anne Rouillard, que nous présenterons dans un second temps. Donc Cécile Méadel va intervenir sur la question de se compter pour compter, compter sans compter, sur les métriques du genre médiatisées. Donc Cécile, la parole est à toi. Donc le principe, une quarantaine de minutes et puis après nous échangerons sur ta présentation. Donc je te laisse, placer ton diaporama et puis si vous avez des questions après, ben, on lève le pouce. Merci à vous pour votre attention. Ok. Merci Cécile et merci. Vous voyez? On voit très bien. Vous voyez ce que vous voyez c'est correct? C'est parce Oui, qu'on voit pas. on voit très bien, on te voit, on voit le Je dois diaporama. pouvoir voir ce que vous voyez, mais là, c'est pas le cas. Donc, en fait, j'ai choisi de vous parler d'une enquête dont les résultats ont été tardivement produits assez récemment, puisqu'on en a fait la présentation publique il y a un mois à peu près, qui est donc, alors je ne vois pas le nom de tous les participants, mais probablement, enfin, il n'y a personne de l'équipe française, qui est rarement le cas. Donc, mais c'est une enquête qui a également lieu au Canada. Donc, peut-être certaines d'entre vous ont-elles participé à cette enquête. Donc, le GMMP, c'est le Global Media Monitoring Project. C'est donc une enquête qui est née dans le sillage de la conférence sur les femmes et la communication qui s'est tenue en 1994 à Bangkok, où il y a eu 400 professionnels qui travaillaient dans le secteur des médias, des industries médiatiques, qui ont produit une déclaration qui à la fois constatait et évidemment déplorait disait-elle, entre guillemets, la nature patriarcale des médias. Et cette conférence de Bangkok, elle a été reprise à partir de 1995 de façon mondiale, ce qui fait de 1995 une date un peu clé dans l'histoire du monitorage des genres dans les médias. Puisque l'ONU a adopté ce qu'on a appelé la plateforme de Beijing, qui fixait un cap d'égalité ou de plus grande égalité dans les médias dans les médias du monde entier, avec deux objectifs stratégiques. D'abord, c'était l'idée que il fallait permettre aux femmes de mieux s'exprimer mais aussi de mieux participer aux décisions qui étaient prises dans le cadre des médias, ou plus globalement d'ailleurs des nouvelles technologies d'information et de communication. Cette partie-là d'ailleurs sur le rôle des médias dans les institutions, j'en reparlerai pas, mais finalement il a été beaucoup plus laissé de côté. On a fait une enquête il y a une dizaine d'années avec le financement de la Commission européenne et 37 pays en Europe un peu élargie, sur la place des femmes dans les organigrammes et en particulier aux positions d'autorité dans les institutions, dans les organisations médiatiques, dans lequel on avait montré sans beaucoup de surprise qu'elles jouaient un rôle extrêmement minoritaire et qu'elles étaient très, très, très peu présentes à la tête des grands médias dans les 37 pays. Mais à part quelques enquêtes comme ça assez ponctuelles, cet objectif a quand même été laissé, disons, n'a pas donné lieu à
une prise en main globale qui aurait permis de mesurer, enfin, ou d'étudier de façon récurrente les évolutions du domaine. En revanche, le deuxième objectif, c'était promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias. Et la plateforme de Beijing appelait à la production d'indicateurs permettant de suivre l'action des États que la plateforme appelait de ses voeux. Et donc, elle l'invitait à développer des méthodes d'analyse des sexospécificités dans les médias. Donc, il y en a beaucoup qui se sont saisis. Alors, en France, ça a été un peu tardif, mais on peut dire qu'en 2009, donc 14 ans après Beijing, non, 16 ans après Beijing, le CSA a commencé à produire une analyse récurrente de la place des femmes dans les médias ou des genres. En fait, la recherche qui a à la fois la plus grande ampleur, le plus grand développement et la plus approfondie, c'est cette enquête du Global Media Monitoring Project, qui en est maintenant, depuis 1995, à sa 6e édition, puisqu'elle a lieu tous les 5 ans. Le principe, autant vous le dire tout de suite, je voulais vous montrer un fichier, mais j'ai complètement oublié. Mais en gros, le principe, c'est de prendre une journée, la même dans le monde entier, et puis d'analyser ce qu'ont produit les médias dans cette journée-là à l'échelle mondiale. Alors, le GMMP, il est né de cette initiative de l'ONU et donc de la Fondation des Nations Unies, mais en fait, c'est de façon un peu qui parfois surprend. En fait, il est piloté par une organisation qui s'appelle le WAC, la World Association for Christian Communication, qui en fait était co-organisatrice de la plateforme de la conférence de Bangkok en 1994. Et donc cette organisation catholique, chrétienne, a pris en charge la mise en place de l'enquête avec des moyens très très limités, même s'il y a une forme de financement par l'ONU. Mais en fait, c'est une enquête qui se fait vraiment, même à l'échelle internationale, avec des bouts de ficelle, ce qui ne facilite pas les choses d'une certaine manière, parce qu'évidemment, ça rend les choses assez compliquées, il n'y a pas d'argent pour payer des gens qui contribuent, ou très très peu, quoi. Il y a peut-être une personne qui est payée à l'échelle mondiale, mais ça a aussi des avantages, c'est-à-dire que c'est une enquête qui doit être accessible à n'importe qui, à n'importe quel pays. Il y a 116 pays qui ont participé à la dernière enquête, qui a été retardée pour cause de Covid, c'est pour ça qu'on la présente seulement maintenant, mais c'est une enquête, par exemple, ils ne voulaient pas qu'il y ait des blocages, enfin je pense qu'ils ne souhaitaient pas qu'elle soit fortement instrumentée, parce que ça devait être accessible dans des pays où l'accès à Internet n'était pas facile, où les gens n'avaient pas de tableur, etc. Ce qui fait que, encore lors de la dernière enquête, alors qu'on aurait souhaité avoir des outils un petit peu plus centralisés, en fait, les questionnaires sont des formules papier qui peuvent être remplies même éventuellement à la main. Donc, ce projet de 95, ce projet de GMMP, je vais révéler tout de suite les résultats. Il montre que le monde médiatique est un homme d'homme si en 95, il y avait seulement 17% des sujets présentés dans l'actualité qui étaient des femmes, en gros, quand même, on reste sur un constat globalement jusqu'en 2021. On reste sur un constat qui reste très profondément déséquilibré. Alors, l'enquête France, il ne faut pas me montrer, pardon. Cécile, excuse-moi, est-ce que tu penses que tu pourrais agrandir ton diapo? Parce qu'en fait, on voit tes notes en dessous, on ne voit pas bien zut.
cœur. Alors, attendez, j'ai arrêté de partager parce que ce n'était pas du tout l'objectif. Mais affichage, et si j'affiche diaporama, ça va pas. Mode lecture, ça devrait être mieux. Ouais, c'est mieux. Attendez, c'est mieux, mais c'est pas partagé. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ouais. Comme ça va? Vous arrivez à lire? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Désolée. Alors, en France, il y avait eu un faux départ en 1995 avec des journalistes qui avaient essayé de mettre en place l'enquête, mais l'enquête, elle est très, très lourde. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais on a estimé qu'il y avait plus de 500 heures de travail pour mettre en place l'enquête. Et encore, je crois qu'on a sous-estimé un peu les choses. Donc, en 1995, les journalistes n'avaient pas réussi à aller jusqu'au bout du process. On l'a repris avec Marlène Coulon-Gully à partir de 2010. Et donc, on en est à la 3e enquête, toujours avec Marlène Coulon-Gully, dont on assume la coordination avec Marlène Coulon-Gully, qui est prof à Toulouse. C'est donc la 3e enquête à laquelle on participe, les résultats 2010, 2015, 2020. Mais on a une très grosse équipe, puisque vous voyez là qu'il y a 51 personnes qui ont participé, avec des équipes, c'est pour ça qu'il y a les 5 premiers noms, ne sont pas par ordre alphabétique, des équipes par type de médias qui sont coordonnées aussi par Isabelle Gersin-Marou, Laetitia Biscara, Virginie Julliard et Aurélie Olivesi, avec Marlène, évidemment. La France a pour spécificité que la quasi-totalité des gens impliqués dans l'enquête depuis 2010 sont des chercheurs, ce qui est pas, alors qu'il y a des pays, en particulier les pays des Suds, qui sont plutôt faits par des activistes ou des professionnels des médias. En France, il y a eu quelques journalistes, mais il y en a vraiment très peu. Et globalement, c'est quand même quasi exclusivement un travail qui est mené par des chercheuses. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, pour le restant du temps, c'est de la partie qualitative de l'enquête, même de la partie quantitative de l'enquête, même s'il y a aussi une partie qualitative. C'est-à-dire qu'il y a une 50aine de nouvelles qui sont, soit d'émissions de radio, soit d'articles de journal, soit ce qu'on veut, qui sont plus spécifiquement et plus finement analysées et qui donnent lieu à une 50aine de vignettes qui sont publiées dans le rapport national. Mais les chiffres ceux dont je vais vous parler, ces enquêtes qualitatives, il faut les classer, il nous demande de les classer en 4 grandes catégories, c'est-à-dire trouver des nouvelles qui sont des stéréotypes flagrants de la représentation des genres, des stéréotypes subtils, des reportages qui sont gender blind, et puis des reportages rares qui font des références explicites au genre. Et donc, on choisit des articles qui peuvent alimenter chacune des 4 catégories. Voilà. Mais l'enquête, donc je vais parler de l'enquête quantitative, qui évidemment donne lieu à une grosse masse de nouvelles analysées, puisqu'on a dépassé les 30 000 news analysées, et on a une population concernée à peu près autant de journalistes. C'est-à-dire qu'en gros, pour cette journée particulière, en 2 septembre, on va analyser une dizaine de chaînes de télé, autant de radio, autant d'organes de presse, et puis 7 sites d'information et 14 fils Twitter de médias. Les médias qui sont choisis sont fixés par la norme générale, ça fait partie des nombreuses contraintes qui sont fixées par ce genre d'enquête internationale sur laquelle j'interviens, je conclurai. C'est-à-dire que la contrainte, c'est de choisir les médias principaux du pays avec des critères, évidemment, qui restent à spécifier. Mais en gros, on a choisi, par exemple, les chaînes hertziennes, et puis nous, on a décidé que ça serait bien d'avoir quand même une chaîne régionale et
une chaîne d'outre-mer, mais on a quand même des contraintes assez fortes sur le nombre de médias qu'on peut analyser et leur choix. Le nombre de nouvelles le plus important, c'est évidemment la radio, dans laquelle il y a énormément de choses. Alors, la journée qui avait été choisie, elle intervient dans un contexte médiatique qui pouvait laisser penser qu'il y aurait quand même une sensibilité particulière des médias à l'égard de la question du genre, puisque vous vous rappelez que la campagne Balance ton port date de 2017. En 2019, il y a eu le gros scandale autour de la Ligue du LOL, et puis vous vous souvenez sans doute de cette couverture du Parisien qui avait là aussi fait disons, du bruit, qui montrait que le monde d'après était un monde de vieux mâles blancs. Donc, les femmes étaient passées à la trappe dans cette une du Parisien du 5 avril 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe ce 29 septembre 2020, qui est la journée choisie par GMMP? Alors, par rapport à 2015, on a vraiment une journée d'information ordinaire. En 2015, il y avait eu d'abord un accident d'avion, un avion qui s'était écrasé, je crois, dans les Pyrénées, qui venait d'Espagne, qui allait en Allemagne. Donc, il y avait une grosse actualité autour de l'avion. On commençait à retrouver les débris de l'avion. Et puis, il y avait les premières... Enfin, on était dans l'entre-deux tours des élections régionales qui, pour la première fois, obligeaient à faire des listes, je sais plus, des listes mixtes. Donc, alors que là, on est vraiment dans une actualité sans informations saillantes, à part bien entendu le Covid, mais en gros, on a une perspective pour un débat Trump-Biden. Il y a la guerre du Haut-Karabakh qui continue. Bon, il y a un fait divers tragique, mais qui va avoir assez peu d'écho autour d'une jeune femme qui a été retrouvée morte. Enfin, bon, vous voyez les nouvelles, le début, je ne sais pas si je l'ai mis, des enchères sur la 5G. Enfin bon, il n'y a vraiment pas d'informations qui soient particulièrement saillantes ni qui soient systématiquement reprises par tout le monde. On est toujours dans le contexte, vous le savez, du Covid. Alors, le constat, il est sans surprise, c'est-à-dire que le monde des médias français, comme d'ailleurs on ne tranche pas, la France ne tranche pas par rapport aux pays d'Europe, même à la majorité des pays du monde, eh bien, on a, alors, en gros, la caractérisation par l'enquête, elle s'intéresse à deux grandes catégories de personnes, ce qu'elle appelle les sources, qui n'est pas tout à fait exact et qui rend mal compte de ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'elle appelle source à la fois le fait de parler d'une femme ou de la faire parler. C'est-à-dire quand vous avez une femme sur un plateau, elle va être prise en compte, mais quand vous évoquez le départ d'Angela Merkel, c'est la même chose. Donc, c'est ça que l'enquête appelle donc source, et on voit que les femmes sont le sujet, en fait, ou la source des nouvelles dans moins d'un tiers des cas. Et on constate que ce chiffre, il est en progrès par rapport à 2015, parce que 2015, l'accident d'avion avait fait intervenir beaucoup d'hommes experts, mais en fait, ce chiffre, il ne dépasse pas beaucoup celui il est quasi stable par rapport à 2010. Et donc, ça, c'est un élément important qui est très, très peu vu, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une perspective disons, d'amélioration, même lente. Le processus, il est beaucoup plus à coup. Il n'y a pas du tout une progression constante de la place occupée par les femmes dans les médias.
Donc, comme je vous le disais, la femme est dans la moyenne européenne, en particulier, elle est dans la même moyenne que le Canada. Et je n'ai pas cité, mais il y a 40% de femmes journalistes. Alors, donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on voit bien que les progrès sont peu sensibles, même si par rapport à 2015, ça paraît clair, mais ça l'est beaucoup moins par rapport à 2010. Alors, ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est qu'elle permet aussi de voir où est-ce qu'on voit apparaître ces femmes sources ou sujettes en fonction des thématiques de l'actualité. Et là, on constate que les sujets régaliens, la politique, l'économie, restent dans plus des 3/4 des cas masculins. Et même là, vous constatez qu'il n'y a aucun domaine qui ne mobilise à parité les femmes, et on en est même très loin avec... en fait, vous remarquez que le seul progrès notable qu'il y a, c'est sur les thématiques de la justice et de la criminalité. Mais par exemple, si on prend le social, il y a une diminution par rapport à 2010, par exemple, alors qu'on arrivait à la parité en 2010. Quand on regarde le rôle qui est imparti à ces femmes sujettes ou sources, en fait, ce qui fait monter le nombre de femmes, c'est quand on demande à quelqu'un de parler de son expérience personnelle ou de témoigner. Là, on n'arrive pas à la parité, mais le monde tout d'un coup se diversifie et on a quand même 46, enfin presque la moitié des témoins qui sont des témoines. En revanche, vous voyez que les femmes ne sont qu'un quart, moins d'un quart à être expertes ou porte-parole. Et donc, en fait, c'est d'autant plus surprenant qu'on était à une période où les thématiques de santé occupaient une grande place dans l'information, et donc on aurait pu penser que leur place forte en tant que responsable du CARE allait augmenter leur présence dans les médias. Eh bien, ce n'est pas le cas. On constate aussi que, en fait, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais l'enquête GMMP convoque une catégorie qui est un peu compliquée, qui est celle de victimes, mais en fait, là, les femmes sont 2 fois plus présentes comme victimes que les hommes. Elles sont à 60%. 60% des victimes évoquées ou entendues sont des femmes. On voit aussi, et là, c'est sans surprise à nouveau, que leur statut familial est 4 fois plus souvent signalé que celui des hommes. Et puis, on peut ajouter aussi que ce pourcentage augmente, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus, parce que c'est pas très souvent, hein, c'est dans 1 fois sur 8, on signale le statut marital de la personne quand c'est une femme, sinon c'est 3%. C'était un peu moins en 2015, donc il y avait un peu moins de déséquilibre entre les deux. On est passé d'un rapport de 1 à 2 à un rapport de 1 à 4. Et donc, on voit que l'évolution, là encore, ne va pas dans le sens de la parité. Donc, en gros, ce que nous montre l'enquête, c'est qu'il y a une représentation professionnelle qui est décorrélée de l'organisation effective des métiers. Et donc, les médias... En fait, quand on regarde, par exemple, la question de la santé, qui évidemment était très présente, vous voyez qu'il y a 31% des médecines, des femmes médecines qui sont interrogées, alors que c'est un métier qui est très fortement féminisé maintenant, qui est devenu majeur, enfin à égalité, qui est à égalité entre les hommes et les femmes. Et quand c'est la justice, c'est encore plus marqué, puisque c'est une profession qui est massivement féminisée, mais pas dans la représentation qu'en fournissent les médias.
Donc, en fait, les femmes, elles sont majoritairement sollicitées quand elles sont étudiantes ou élèves, quand elles sont dans les métiers pas les plus qualifiés de la santé, du care. Et en revanche, on voit que le partage est égal pour les ouvrières ou les employés et eux, et pour les parents. Là, quand on est parent, tout d'un coup, il y a 2 parents, un homme et une femme. Mais en revanche, le partage va être très inégal en matière de politique, où on n'aura que 17% de femmes politiques, malgré les législations établissant des quotas d'élus. Les sportives, c'est pareil, on ne sera pas surprise, mais les chefs d'entreprise, c'est la même chose, et même les retraités, les fonctionnaires, etc. Et là, on constate encore une fois qu'il y a peu d'évolution par rapport à 2015, en particulier dans les grandes catégories. C'est-à-dire que bon, les chiffres évoluent, bougent un peu, mais les catégories demeurent exactement les mêmes. Sur le journalisme, on voit que 4 journalistes sur 10 qui s'expriment ce jour-là sont des femmes, alors qu'on est maintenant à 50% de détention de la carte de presse par les femmes et 60% des femmes dans les écoles de journalistes, plus de 60% de femmes dans les écoles de journalistes. On constate en fait qu'il y a très très peu d'évolution. Quand on essaye d'interroger le rapport entre le sexe de la source et le journaliste, en fait, on voit qu'il y a assez peu de différence, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une journaliste femme qu'elle va davantage solliciter des femmes. Vous voyez que la différence entre les hommes et les femmes est de 4%, donc l'évolution est faiblement corrélée. Alors, on s'intéresse après, est-ce que c'est pareil sur Twitter et Internet? Et en fait, on voit que les nouveaux médias, comme j'ai écrit, ne changent pas radicalement les choses. La radio est le média qui accorde le moins de place aux femmes, mais c'est des choses qui peuvent évoluer, ce n'était pas forcément le cas. En fait, alors dans cette enquête-là, pour nous, c'était la télévision, c'était Twitter. En tout cas, les nouveaux médias sont loin d'offrir une représentation significativement plus équilibrée du monde. Alors là, on passe à une partie de l'enquête qui est une spécificité de notre enquête en France, qui est la question d'autorité. Parce que, en fait, on avait fait un travail avec l'INA. J'ai oublié de signaler que l'Institut national de l'audiovisuel, qui a donc le dépôt légal des médias en France depuis 25 ans. Et donc, l'INA a coopéré avec notre enquête. Elle nous a fourni en particulier les émissions de radio et de télévision de la journée. Et on a fait avec eux une enquête sur une journée, sur la couverture Covid pendant toute la période du confinement. On a analysé la totalité des journaux d'une quinzaine de chaînes, je ne me souviens plus du chiffre, en prenant, l'INA, c'est un service de recherche dans lequel il y a des informaticiens qui ont fait l'analyse, Katharina, qu'on entend, on a analysé les bandeaux. Il y a plein de noms pour les désigner, mais c'est chaque fois qu'il y a un invité, il y a un bandeau en bas de l'image qui signale la personne et qui la situe, qui donne qui la situe. Et donc, grâce à l'INA, on a pu récupérer comme ça des centaines, des milliers d'heures de journaux d'information, et on avait cette base de données pour essayer de comprendre qui avait parlé, qui avait été mobilisé pendant le Covid et à qui est-ce qu'on avait donné la parole.
Et donc, on s'était dit que faire de ces milliers de noms. En fait, on a établi une base de données en nettoyant un peu toutes ces données, ces données, et on s'est dit qu'il ne fallait pas simplement les classifier par domaine d'activité, le politique, l'économie, le soin, etc., mais qu'il fallait un peu les distinguer et essayer d'établir, puisqu'on avait des milliers de données, il fallait essayer d'établir, des centaines d'ailleurs, et il fallait essayer d'établir des manières de qualifier de façon un peu plus fine et quantifiable la position de ces personnes. Et donc, on a choisi de les répartir en fonction de leur autorité, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il fallait voir quelle était leur autorité, à la fois en matière de pouvoir, de célébrité ou de savoir. Pour vous expliquer les choses, on avait par exemple le pâtissier, ou je n'en sais rien, le cuisinier Cyril Lignac, et on pouvait interviewer un patron de café dans une, je sais pas moi, à Montluçon, et on se disait que ça n'envoyait pas la même image, et donc on a distingué les personnes en fonction de leur autorité, on les a classifiées autorité plus et autorité moins. C'était assez primaire comme façon de faire, mais ça nous permettait d'y voir un peu plus clair. Et on a publié ça dans la revue de l'INA. Et puis, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de l'utiliser aussi pour le GMMP, parce que cette année, pour la première fois, l'enquête a demandé à ce que chaque pays rajoute ou a offert la possibilité pour chaque pays de rajouter 3 questions qui étaient codées pour chaque pays. Donc nous, je ne vous parlerai pas tellement des 2 autres, on a choisi la langue inclusive, et en fait on a eu assez peu de données, donc il faut encore qu'on les traite, c'est pas tout à fait au point, mais on avait très peu de données. Donc on a choisi est-ce qu'il y a un rapport à la langue, enfin, est-ce qu'il y a une manière de signifier un usage de la langue inclusive? Ça, c'était la première question. La deuxième, elle a été très, très compliquée à formuler. Elle était assez partagée par beaucoup de pays qui s'intéressaient à la question, qui était l'idée de la population racisée, où on n'a pas voulu utiliser le qualificatif de racisée, mais est-ce que la personne était vue comme non blanche? Et donc, on a aussi posé cette question. Et puis, la troisième, c'était la question de l'autorité. Et donc, bon, alors, de toute façon, basiquement, les médias convoquent avant tout des gens qui sont dotés d'une forme d'autorité, puisque c'est un peu la caractéristique, hein, on fait venir des experts pour analyser la situation, l'actualité, et mais évidemment, enfin, on s'aperçoit que, comme vous le voyez dans le schéma, pour une femme dotée d'autorité, les médias donneront la parole à plus de 3 hommes. Donc, en fait, on se rend compte que la répartition entre les sexes est encore aggravée par ce positionnement. Alors que si vous prenez les gens qui ne sont pas pourvus d'autorité, c'est-à-dire on va avoir je sais pas moi, des infirmiers, des ouvriers, des personnes anonymes dans la rue, etc. Là, on arrive à peu près à la parité. Alors, le Covid, il a joué, vous savez que la part des nouvelles consacrées au Covid était extrêmement importante. On s'aperçoit d'ailleurs, ça a été un constat qui a été produit à l'échelle internationale, c'est que partout, dans la quasi-totalité des pays, la couverture médiatique de la pandémie n'a pas tenu compte de la situation des femmes. Alors, il y a une petite nuance en France où le Covid a été un peu un accélérateur d'égalité pour les journalistes, mais c'est le seul impact du Covid. Alors,
Donc, en fait, bon, on a repris avec Marlène Coulon-Gully cette phrase qui illustre en quelque sorte un peu les hypothèses du GMMP, qui sont de faire, qui s'appuie sur l'idée que la non-présence de femmes ou la présence plus faible des femmes empêche de faire des schémas effectifs pour en particulier les jeunes femmes. Et donc, l'absence de représentation, l'inégalité de représentation joue un rôle, et le caractère massivement genré joue un rôle aussi performatif sur l'organisation sociale. Donc, voilà, avec cette conclusion, hélas, que les médias sont un miroir déformant, voire trompeur de la réalité professionnelle. Alors, en fait, on le sait, hein, les médias sont complètement constructivistes, c'est-à-dire qu'ils ne transcrivent pas le monde qui existerait en dehors d'eux, ils l'interprètent. Et cette construction, elle renvoie autant à leur propre interprétation du monde, leur propre représentation, qu'à la réalité dont ils sont censés rendre compte. On voit en fait que non seulement ils sont constructivistes, mais ils sont hyper réalistes, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à minorer les groupes qui sont socialement faibles, dont en l'occurrence les femmes, et à majorer ceux qui détiennent l'autorité. En particulier, mais pas seulement les hommes. Et puis, ils sont performatifs aussi, c'est-à-dire qu'ils sont aussi prescriptifs que descriptifs, et ils contribuent à la construction de notre réalité. Ils renforcent ce qu'ils montrent, et ils occultent davantage encore ce qu'ils minorent. Alors, pour conclure, en fait, je voudrais juste revenir un peu sur ce genre d'enquête en disant que bon, ça s'inscrit dans une forme de paradigme commun, c'est-à-dire qu'ils analysent ces enquêtes. J'ai parlé de celle-là, mais j'aurais pu parler de beaucoup d'autres. Elles analysent les représentations selon une approche catégorielle qui vraiment étudie les stéréotypes à partir de catégories qui sont majoritairement définies de façon préalable et de façon assez fixée et rigide. Donc, il faut prendre ces enquêtes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est avant tout d'abord des résultats politiques. Ce n'est pas une enquête de chercheurs, même si elle est réalisée par des chercheurs en France. C'est avant tout quand même une enquête à caractère politique. Et j'ai dit elle est réalisée par des chercheurs, mais en fait, elle est réalisée à 90% par des chercheuses et des chercheuses qui travaillent de manière bénévole. Donc, c'est des tâches très chronophages, avec une faible reconnaissance individuelle, qui est particulièrement caractéristique d'une économie politique assez banale, qui est fondée sur la gratuité du travail des femmes. Alors, pourquoi quand même toutes ces chercheuses ou ces activistes dans le monde entier continuent à se livrer à cette grosse tâche? Eh bien, c'est qu'il y a vraiment l'idée que le chiffre est un argument politique et qu'il parle avec une autorité qui s'appuie sur 200 ans de montée des sciences dans notre société. Je ne vais pas vous faire l'argument de la sociologie de la quantification des Rosières ou Porter, mais en fait, on a à la fois de très nombreuses controverses sur les résultats statistiques, et la controverse sur les statistiques est à peu près aussi ancienne que la statistique, mais en même temps, la quantification semble apporter une forme d'objectivation qui est censée
emporter et qui souvent emporte la conviction, qui permet l'action et qui offre des supports à l'action, parce qu'elle offre l'idée d'un réel qui est tout d'un coup plus tangible que celui de l'analyse qualitative et qui permettrait en quelque sorte de lutter contre le privilège de l'ignorance et en particulier de ceux qu'on rencontre très très souvent de façon très récurrente quand on fait nos présentations, de l'idée que tout ça est une problématique éculée qui est derrière nous et qu'il y a tellement maintenant de chartes, de conventions, de codes de conduite, etc., que tout ça est derrière nous. Alors, donc, je voudrais aussi signaler qu'il y a toutes les limites et les avantages, je l'ai dit en introduction, d'une méthode transnationale. Il nous faut une enquête on a le même codage pour tous les pays. Évidemment, les catégories qui en plus sont faites par des chercheurs nord-américains, les catégories, évidemment, elles ne peuvent pas intégrer les logiques propres à chaque média dans son contexte national. Et puis surtout, ça lisse des catégories qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Alors, il y a qui n'ont pas beaucoup de sens, non, peu importe, qui n'ont pas beaucoup de sens forcément à l'échelle, ou pas forcément le même sens dans tous les pays. La catégorie victime, survivant, par exemple, couramment employé en Amérique du Nord est beaucoup moins significatif pour nous. Les activistes sont classés de manière assez différente, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'une des limites, c'est vraiment le caractère transnational de cette enquête. Il n'en reste pas moins que malgré son caractère politique et les limites d'une telle méthode, les résultats sont concordants, constants et répétitifs. Alors, vous le savez, un des bénéfices de la statistique, c'est d'apporter une forme de régularité. Et donc là, on a une régularité avec la constance des observations. On a la force de la masse énorme des données qui sont prélevées, même si on peut après s'interroger sur la manière dont elles sont traitées, mais enfin bon. Et pourtant, on peut constater que ces chiffres, ils prennent assez peu. On avait eu un échec flagrant en 2015 ou en 2010, je crois. Marlène avait organisé une magnifique conférence de presse dans un très beau lieu du Grand Palais. Je crois qu'on s'est retrouvés quasiment qu'entre codeuses. On a fait une présentation devant les journalistes où on a eu quand même sensiblement plus de succès il y a un mois, mais on constate quand même que les chiffres, ces chiffres-là, comme beaucoup d'autres, j'aurais pu aussi bien parler des chiffres du CSA et de bien d'autres, mais en fait, ils n'arrivent pas vraiment à se faire reconnaître comme des normes adoptées, significatives. Après, on peut les critiquer de mille façons différentes, mais sur lesquelles on repose. Vous voyez, par exemple, on étudie pour un autre projet le compteur des féminicides. Dieu sait que c'est compliqué d'établir les féminicides. Il y a une divergence entre ceux qui considèrent que le féminicide, c'est familial ou ça ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est qu'être assassiné en tant que femme, etc. Donc, il y a vraiment un vrai débat autour de ce que c'est que ce compteur des féminicides. Et pourtant, bien que ce soit un comptage effectué par une association, non sans controverse, eh bien, le chiffre, il est mobilisé de façon récurrente dès qu'on veut parler de la question de l'assassinat de femmes. Et là, sur GMMP, pour une raison qui probablement reste un peu à explorer, le chiffre, d'une certaine manière, a tendance à ne pas prendre. Et donc, on peut s'interroger sur voilà, donc je vous ai dit, je crois que j'ai tenu le temps. Donc, Merci beaucoup, à votre Cécile, disposition. pour cette très chouette présentation. Donc, j'ouvre les questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main et si vous n'en avez pas, je vais prendre la parole. Alors, j'ai juste une question, Cécile, de précision au niveau de ton diapo. Quand tu écris donc les 30% de femmes dans les nouvelles, c'est une des premières, et 40% de femmes journalistes. Je n'ai pas compris cette différence que tu veux dire par dans les nouvelles et…
Le premier, c'est les sources et les sujettes, Ah, c'est-à-dire table sources source. et sujettes, alors que les autres, Ah, c'est sont différencient, d'accord. l'enquête différencie les deux. Pour les nouvelles en tant que, d'accord, en tant que témoin ou que, d'accord, ça y est. Très bien, merci pour cette précision. Pour la question, donc, alors, je vais laisser la parole à Selena. Donc, on a une question de Selena. Alors, Selena, je ne sais pas si vous avez une caméra, mais si jamais vous pouviez l'activer, les personnes qui en ont, ce serait vraiment très convivial. Alors oui, juste un instant, je l'allume. C'est gentil à vous. Et puis, pour celles qui n'ont pas de micro, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Bonjour, du coup je m'appelle Bonjour, Selena, je suis doctorante en sciences de la formation et de la communication. J'avais juste une question au niveau des chiffres présentés. Est-ce que c'est propre aux médias, on va dire, dits traditionnels, ou il y a quelque chose, des spécificités par rapport aux médias numériques, à tout ce qui est du coup plus sur Internet? Voilà. Excusez-moi, mais j'ai pas, on a des travaux au-dessus, je n'ai pas entendu votre question. Désolée. J'ai augmenté le son, donc vous n'avez pas besoin de parler plus fort, c'est moi qui ai augmenté. Donc, Ok. Non, du coup, ma question, c'était de savoir si les chiffres que vous avez présentés, c'était vraiment propre aux médias dits traditionnels, donc journaux, télévision, tout ça, ou c'était également aux médias numériques? Et si oui, s'il y avait une différence ou pas, s'il y avait plus de femmes dans les médias numériques, donc c'est plus accessible ou pas? Voilà. Alors, en fait, il y a 14 fils Twitter et 7 sites d'information qui sont analysés, mais c'est des sites et des fils de médias. Alors, de médias qui peuvent être des pure players comme Mediapart, mais c'est, je ne sais pas si Mediapart, je me souviens plus, mais c'est forcément des sites médiatiques. C'est pas, on n'analyse pas Internet. Il faudrait définir d'ailleurs ce que c'est que les médias sur Internet, dehors des organisations qualifiées de médiatiques. Et en gros, il y a très peu de différence. Alors, c'est pas toujours facile de le voir parce que les fils Twitter ne sont pas toujours explicites sur leur auteur, etc. Mais en gros, il y a très peu de différence entre les médias électroniques et disons la version électronique des médias et leur version non électronique. Très bien. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'ai une question aussi pour toi, c'est est-ce que, parce que vous avez quand même des très beaux résultats, alors comme tu dis, c'est quantitatif avec toutes les limites qu'implique la question du quantitatif. Est-ce que vous êtes posé la question d'essayer de compléter ce travail en faisant quelque chose de quali? Et si oui, Oui. Oui, alors d'abord, je dois signaler qu'on a fait un papier avec Marlène Coulon de Gully, il y a déjà ancien, hein, sur la première enquête de 2010, où on essayait justement d'analyser à la fois les résultats qualitatifs et quantitatifs et d'affiner un peu ce que j'ai dit là trop rapidement sur les limites de ce type d'enquête. Chaque enquête, elle est accompagnée d'une cinquantaine d'analyses quand même de nouvelles, donc il y a une partie qualitative dont on n'a pas encore pu tirer quelque chose parce que l'enquête est sortie tardivement. Mais oui, on envisage... pardon. Alors, on a prolongé, mais de façon pas forcément qualitative, mais on a prolongé l'enquête. Et on a travaillé en particulier avec l'INA pour obtenir, parce que le GMMP, lui, produit ses propres tris croisés et nous donne des résultats qui sont déjà pré-mâchés, qui nous satisfaisaient pas du tout. Donc, on a travaillé avec l'INA pour, au lieu de fournir des formulaires sous format texte, on l'a fait en format Excel pour arriver à pouvoir affiner les résultats. Et donc, on a des résultats un peu plus fins, en particulier du point de vue quantitatif. Et on va continuer à travailler là-dessus. Je l'ai dit, on n'a pas encore complètement, en particulier les questions spécifiquement françaises sur la question des minorités visibles en France. Là, on a des résultats à sortir. On a des résultats aussi intéressants parce qu'on on a enquêté aussi sur des chaînes Tom-Dom, ce qui n'était pas prévu, enfin des territoires d'outre-mer, ce qui n'était pas prévu par GMMP, mais ça permet de voir qu'il y a évidemment beaucoup plus de personnes relevant des catégories visibles sur ces chaînes, des territoires d'outre-mer, mais ce qu'on constate, c'est que
enfin bon, on a déjà un certain nombre de constats sur le fait qu'il n'y a aucune femme racisée qui soit docteur. Enfin, je ne me souviens plus des résultats. Non, je ne veux pas les présenter parce que j'irai trop vite et ça reste à affiner. Merci Cécile. On a une question de Louvinia. Louvinia, je vous en prie, si jamais vous pouviez activer votre caméra, ce serait très chouette. Oui, je veux bien, mais je ne veux pas prendre la priorité à Georges, qui avait levé la main également avant. Ah, Eric, je n'avais pas vu, pardon, autant pour moi. Excusez-moi. Non, mais si Louvinia veut intervenir avant moi, ça n'a pas de problème. Hein. Bon, alors, je vais y aller. Bonjour tout le monde, et puis bonjour Cécile. Bonjour. Je vais aller un tout petit peu. Moi, je trouve ce genre de recherche très importante parce que c'est vrai qu'en sciences de la communication, on a quand même tendance beaucoup plus à faire du qualitatif pour plein de raisons, y compris d'ailleurs pour des raisons que les moyens financiers sont souvent limités et que les recherches quantitatives demandent des moyens quand même relativement considérables. Je pense qu'en plus, la possibilité de faire des études à l'échelle internationale, c'est aussi quand même très intéressant, même si, évidemment, il y a des problèmes méthodologiques, Cécile, que tu as abordé tout à l'heure. De toute façon, il y a plein de problèmes méthodologiques, en fait, hein, plein d'enjeux qui se posent à cette occasion-là, à commencer, d'ailleurs, tu l'as mentionné au début de ton intervention, par le jour de choix, hein, de quand est-ce qu'on fait cette captation des informations, tout ça, des données. Parce qu'il suffit de tomber sur un jour un peu exceptionnel et on pourra toujours dire justement c'est pas représentatif en général et tout. Je trouve que en fait je crois que c'est Anthony Giddens qui disait dans les recherches de type quantitatif, en fait ce qui est très important c'est le travail de recherche, parce que c'est le travail de recherche, savoir ce qu'on cherche comme données, qui va donner une certaine richesse justement aux données qu'on va capter. Alors que peut-être que dans le travail plus d'ordre qualitatif, cette fois-ci, en fait, la richesse des données elle provient peut-être moins des chercheurs et des chercheuses, en fait. Mais je trouve ça tout à fait intéressant, tout à fait important. Par ailleurs, parce que quand on fait du qualitatif, en fait, ce qu'on peut toujours nous ressortir en permanence, c'est l'idée que c'est pas représentatif ce que l'on fait. Et là, il y a quand même, en fait, il y a une certaine représentativité qui, dans une certaine mesure, fait un peu froid dans le dos, en fait, si tu me permets l'expression, parce que finalement, ça renvoie là à un questionnement. C'est que, moi, je fais plutôt partie des gens qui estiment que le qualitatif et le quantitatif, c'est plutôt complémentaire comme type de méthodologie de recherche. Même si, comme je dis, en tout cas, au Québec, le quantitatif en communication a quand même très très peu d'importance. Je pourrais en prendre comme toute petite illustration le fait qu'il y avait, quand je suis arrivé à l'UQAM il y a très longtemps en tant qu'étudiant en doctorat, il y avait un cours de méthode quantitative à la maîtrise, par exemple, qui a été complètement abandonné au bout de quelques années pour deux raisons. D'une part, il y avait très très peu d'étudiants et d'étudiantes que ça intéressait, et d'autre part, il n'y avait pas de collègues, presque pas de collègues qui étaient intéressés à donner le cours de méthode quantitative. Alors après, ça a été réintégré après bien des années dans le cadre d'un cours de méthode mixte, mais on voit bien quand même de façon générale que le quantitatif a un rôle très faible. Néanmoins, ma question, voilà, c'est que les études en communication, en plus, sont pour plusieurs raisons que je ne développerai pas, marquées par la large domination des perspectives constructivistes. Mais alors, tout d'un coup, dans le cadre, quand on lit, quand on t'entend, finalement, moi, je suis frappé par un terme qu'on emploie très très peu maintenant à notre époque, en fait. C'est que j'ai l'impression qu'on se retrouve avec une vision beaucoup plus structuraliste du monde que constructiviste. Alors, j'aimerais bien avoir et ça me frappe d'autant plus que, comme tes données semblent l'indiquer, les situations ne changent pas beaucoup. Je dirais même qu'à certains égards, quand on voit certains de tes indicateurs, on est plutôt même en régression. Et que donc, voilà. Alors, est-ce que, alors peut-être que ma question peut être abordée de différentes façons, mais enfin, si elle était abordée de façon épistémologique, je dirais,
est-ce que finalement une perspective quantitative nous mènerait plutôt vers une vision structuraliste du monde, alors qu'une perspective qui serait plus qualitative nous conduirait plutôt de facto, je dirais, d'un côté et de facto de l'autre, vers une vision plus constructiviste du monde. Voilà, je ne sais pas, la réflexion m'est vraiment venue à l'esprit en t'écoutant, alors j'aimerais bien avoir ton avis sur la chose après cette étude-là, et bien d'autres études que tu as menées par le passé. Donc, tu as dit beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a quelque chose d'abord sur la place du quantitatif qui me paraît pas particulièrement intéressant, parce que, en gros, on a quand même une place du quantitatif dans les organisations médiatiques qui est extrêmement importante, même si elle n'est pas exclusive. Hein. On surestime souvent l'impact des mesures d'audience sur les médias, mais elle est énorme. On la surestime encore, mais elle est quand même extrêmement importante. Donc, on a un univers qu'on étudie dans lequel la place du quantitatif est très forte. Pas exclusive, mais très forte. Or, nos études en regard s'intéressent à la fois très peu à cette place du quantitatif dans les organisations médiatiques, et on le voit parce que quand avec Jérôme Bourdon, on a fait plusieurs bouquins sur justement l'audimat et d'autres mesures d'audience, on a eu beaucoup de mal à trouver à l'échelle mondiale des collègues qui s'intéressaient à cette question. Et donc, il y a peu de gens qui s'intéressent à la place du quanti dans les médias, et finalement, on est assez désarmé face à des médias qui ont en plus maintenant des valises d'enquêtes, enfin des bibliothèques entières d'enquêtes quantitatives sur lesquelles on peut faire des tas de remarques épistémologiques, méthodologiques, etc. C'est des enquêtes, bon, mais qui ont la force de leur importance, de leur quantité, de leur multiplication, etc. Et face à ça, on est un peu quand même comme des petits poussés qui essayons de nous battre avec le Cali, ce qui, à mon avis, est fondamental. Hein. Moi, je fais principalement du Cali, mais il faut aussi être capable de répondre à ces enquêtes quantitatives. Donc ça, c'était le premier point. La représentativité de la journée, c'est quelque chose qui effectivement est parfois signalé. Alors là, c'est assez bien tombé pour nous parce que c'était vraiment un jour ordinaire. Ils essayent d'éviter les jours fatidiques, évidemment les grandes fêtes, etc. En gros, ces trois enquêtes en particulier qu'on a pu faire, c'est relativement bien tombé, ce n'était pas un jour très particulier, et personne n'a pu dire, mais voilà, c'est vraiment un jour très particulier, ça n'a pas marché. Et puis, il y a la force des données, quand tu as 30 000 nouvelles, ça pondère un peu aussi les choses, c'est-à-dire que tu ne peux pas le balancer, même si les médias entre eux sont très répétitifs évidemment, et qu'il y a un agenda médiatique, ce n'est pas ici qu'on va le dire, mais en gros quand même, on a la force du nombre qui compense un peu la chose. Alors, sur la place justement, dans les études en Infocom sur la place du quanti, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est en train de changer à cause du big data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit apparaître quand même dans nos domaines des chercheurs. On travaille beaucoup plus qu'on l'a fait. D'ailleurs, on est significatif la recherche qu'on fait avec l'ANR sur des thèmes communs. Hein. On travaille beaucoup plus avec des informaticiens, avec du media learning, du machine learning, etc. On travaille beaucoup plus maintenant avec des collègues qui ont des compétences, je ne sais pas comment les décrire, mais en tout cas équipées, beaucoup plus qu'auparavant. On offre, je le dis au passage, nous, un poste au Charisme en ce moment qui est vraiment data et médias, et on n'est pas du tout les seuls. Donc, peut-être que c'est quand même un peu en train d'évoluer. Ce que tu disais était totalement vrai, c'est-à-dire qu'il y avait un désintérêt de nos chercheurs et de nos collègues et de nos étudiants sur ces questions-là. Je pense que c'est en train d'évoluer et on voit arriver des étudiants qui ont beaucoup moins peur et qui savent que… Il y a eu un papier de Dominique Boulier très intéressant là-dessus. C'est soit les chercheurs se désintéressent des datas et dans ces cas-là, ils vont voir le monde se construire complètement à
l'écart de leurs préoccupations, soit ils commencent à mettre les mains dans le cambouis et là, ils pourront avoir des apports épistémologiques, méthodologiques, etc. Ou alors, et c'est grave d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que les méthodes qui se mettent en place aujourd'hui pour mesurer la société, si on s'en désintéresse complètement, elles vont se faire à l'écart de tout ce que 100 ans ou plus de 200 ans d'approche sociologique, philosophique, etc., nous ont appris sur la société. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu crucial aujourd'hui pour les jeunes chercheurs d'aller dialoguer avec ceux qui fabriquent ces nouvelles constructions de données sur le corps social. Alors, sur constructiviste structuraliste, je pense que c'est un des trucs qui nous gêne dans cette enquête, c'est que par définition, l'enquête, elle est structuraliste, c'est-à-dire qu'elle fixe des structures. Mais ce qui est amusant, c'est qu'une enquête structuraliste montre à quel point les médias sont constructivistes. Donc, je suis d'accord sur le processus médiatique, et c'est aussi pour ça que on y va, en tant que chercheur, etc., mais on est un peu gêné aux entournures. Mais je veux dire, c'est la condition justement pour une enquête internationale et pour une enquête de ce type-là. Mais en même temps, on peut la lire et les façons d'interpréter les résultats, eux, ne sont pas structuralistes. D'autant plus qu'il y a ces enquêtes quali qui accompagnent le sujet. Mais on a quand même l'impression qu'en fait, qu'il y a vraiment reproduction de certaines structures sociales, en fait, y compris sur une période de moyen terme, en fait, puisque tu peux comparer l'étude récente par rapport aux études antérieures. Oui. Oui, alors après, quand je dis que c'est l'enquête qui est structuraliste, c'est qu'il faudrait aussi aller y voir de plus près. Tu vois, c'est par exemple ce qu'on a fait sur l'autorité. Là, ça permet d'introduire un certain nombre de nuances, dont la manière dont se construisent progressivement justement la place des acteurs. Mais c'est vrai qu'il y a une constance, alors je ne sais pas si c'est une constance de structure, mais d'organisation sociale qui est vraiment particulièrement sensible dans cette enquête. Pour finir, Cécile, j'ai pris une note à un moment, tu as parlé Covid accélérateur de quelque chose, et puis j'ai pas compris. Les journalistes, la part des journalistes a été un peu augmentée par rapport à celle de l'année précédente, et donc là, en matière de participation des journalistes, on constate une augmentation des femmes, qui n'est pas à la hauteur de leur participation au métier, mais qui est quand même plus significative qu'auparavant. Merci beaucoup. Merci Cécile. Alors, il y avait d'abord une question de Louvigna avant Ange. Louvigna, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, j'essaie de mettre la caméra. Voilà. Oui, bonjour. Donc, je suis étudiante à la maîtrise à l'UQAM. Et en fait, originaire de l'outre-mer français. Et du coup, les questions, en fait, vous avez un petit peu répondu, parce que vous avez dit que ce n'était pas encore analysé cette partie, mais ça m'intéressait un peu de savoir les données qui remontaient de l'outre-mer, et puis les questions d'intersectionnalité également. Et du coup, moi, je me suis beaucoup intéressée à un moment donné au baromètre de la diversité en France. Du CSA. Du CSA, voilà. Et du coup, il y a quand même, il donne, bon, bien sûr, ce n'est pas forcément suivi des faits, mais il y a des recommandations en bout de course. Est-ce que c'est un peu le cas avec cette étude au niveau mondial? Voilà. Alors, merci. Comment ça s'appelle, le truc de la diversité, l'enquête diversité du CSA, elle a une petite limite sur le mode de prélèvement des données, parce que pour un nombre de chaînes non négligeable, c'est de l'auto-évaluation. Et donc, il y a quand même, donc, ça pose le principal problème. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse que les médias remplissent l'enquête de manière honnête, même si c'est toujours mieux quand c'est un partenaire extérieur. Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'il y a une grande pluralité de codeurs et on ne va sûrement pas coder de la même façon à M6 et à France Inter. Et on le voit, nous, hein. On a 50 codeuses, mais on les répartit en équipes et on essaie de façon le plus systématique possible, ça n'est pas toujours, mais on essaie vraiment d'avoir un double regard, un double codage. Et dans ces opérations de codage, le fait
comment dire, avoir un regard qui est complètement délocalisé rend les résultats quand même un peu incertains et problématiques. Donc ça, c'est quand même un premier problème de l'enquête diversité du CSA. Puis du coup, les enquêtes du CSA ont tendance à montrer des progrès, mais on peut aussi penser que le progrès, il est dans l'œil de la chaîne qui se voit elle-même comme progressant. Donc, c'est un tout petit peu problématique. Sur les résultats, sur les tom-doms, si vous m'envoyez un mail, je peux mettre mon mail, je vous les enverrai, mais je préfère pas parler parce que moi, je me suis plutôt occupée des autres questions et donc sur celle-là, je préférerais vous envoyer, aller regarder les résultats et vous les envoyer dès qu'ils seront un tout petit peu plus solides, mais je vous donne mon mail et n'hésitez pas, je vous enverrai les résultats dès qu'on aura un tout petit peu fixé les choses. Merci, on a une question d'Ange. Oui, bonjour. Donc, je suis doctorante en sociologie et informatique à Grenoble. Et donc, je voulais juste revenir un peu sur ce que vous avez dit en conclusion sur le fait que les chiffres du GMMP ne prenaient pas. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous auriez des pistes d'explication sur le fait que, enfin voilà, ces chiffres ne sont pas super mobilisés? Et est-ce que vous auriez éventuellement constaté une évolution par rapport aux enquêtes précédentes, parce que je pense notamment que peut-être que le sujet de la représentation médiatique des femmes est en train de devenir un sujet plus médiatique, du coup, ou en tout cas plus politique. Je pense notamment au rapport de la place des femmes en temps de crise qui a été fait pendant le Covid, au baromètre du CSA aussi, du coup, mais qui est assez récent. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez des pistes d'explication sur pourquoi ces chiffres en particulier ne prennent pas par rapport à l'exemple que vous avez donné, notamment sur le compteur des féminicides. Une des raisons pour lesquelles les chiffres ne prenaient pas, c'est que c'est d'une certaine manière la multiplication des dispositifs pris par les organisations médiatiques pour la question de la diversité et du genre. C'est-à-dire que dans les médias, il y a eu, et ça s'était particulièrement montré pour l'enquête, enfin on l'avait particulièrement vu émerger au moment où on a fait cette enquête sur les 37 pays et la place des femmes dans la hiérarchie des 37 pays, c'est qu'on voyait que tous les médias, enfin beaucoup de médias avaient mis en place une politique de la diversité et de la place des femmes. Et donc, on a d'une certaine manière, on se heurte à cette impression très puissante qu'on a pris le problème en charge et donc il y a forcément des progrès. Alors que d'une certaine manière, le fait de s'en remettre à des institutions, ou que ce soit un texte ou une commission, ou tout ce qu'on voudra, va finalement décharger un peu les responsables et même du problème et faire en sorte qu'ils vont considérer, ça y est, quoi, c'est derrière nous. On a vraiment eu des scènes incroyables où les responsables des médias ça vraiment littéralement ça percutait pas, quoi. Non, c'était pas possible, alors que je me souviens très bien avoir interviewé une des femmes qui était dans le top, enfin dans le board de France Télévisions, donc c'était vraiment, il y avait moins de 10 personnes et elle était la seule femme là-dedans, et elle m'avait dit, mais elle venait du privé, et elle m'avait dit, c'est en arrivant à France Télévisions, vraiment dans les plus hautes fonctions, que j'ai compris que c'était. Moi, si vous m'aviez posé la question de la place des femmes dans les médias avant, je vous aurais dit que ce n'était pas un problème, qu'il suffisait d'être bonne. Et en arrivant dans cette institution qui démultiplie le nombre d'organisations, enfin d'organismes, d'institutions qui prennent en charge la question, c'est là que j'ai découvert vraiment ce que c'était que la relégation des femmes dans un certain nombre de fonctions. Donc, je pense que ça, c'est une des explications, c'est vraiment que le problème est considéré comme étant résolu. Alors, il y a quand même eu un certain nombre
enfin, je sais pas si c'est des événements ou des affaires qui ont un peu apporté un bémol à ce constat. Il y a quand même eu Balance ton port qui a été, et la Ligue du LOL, qui ont apporté quand même des témoignages qui ont circulé beaucoup, même s'il faudrait voir ce que ça devient aujourd'hui, 5 ans plus tard. C'est vrai qu'il y a eu cette enquête de Céline Calvez, elle s'est beaucoup appuyée, enfin on a beaucoup travaillé avec elle, avec Lina, elle s'est beaucoup appuyée sur ses résultats. Il y a eu un vrai intérêt pour la question. Donc, oui, j'aurais volontiers envie de vous dire qu'il y a peut-être une évolution positive. J'en suis pas sûre à 100%. Ça fait un peu partie de ces sujets qui flambent. On travaille par ailleurs avec des collègues sur l'inceste. Il y a des espèces de flambées comme ça, où tout le monde dit qu'il faut prendre en compte les choses, etc. Alors peut-être que la Civis va arriver à faire des choses que n'ont pas fait les institutions préalables. Sur l'inceste, mais sur les médias, je pense qu'il y a des choses comme le guide des expertes qui sont des initiatives qui font évoluer les choses. Il y a une vraie demande maintenant dans les écoles de journalisme qui n'existait pas. Quand on a présenté les résultats, déjà, il y avait beaucoup plus de journalistes qu'auparavant qui sont venus pour écouter. Et puis, il y a eu le constat qui a été fait par une responsable de l'école de journalisme de Dauphine, Pascal Collisson, qui nous a montré qu'en fait, dans la quasi-totalité des écoles reconnues de la profession, il n'y a pas de formation au genre. C'est-à-dire que, et donc là, il y a peut-être aussi une façon de, il y a une demande, je pense, en particulier des étudiantes sur ces questions-là. Et donc là, il y aura peut-être des évolutions possibles. J'en accepte l'augure et j'espère que vous avez raison. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Merci. Je vais peut-être poser une dernière question s'il n'y en a pas. Tu disais, Cécile, que si j'ai bien compris, vous avez créé une catégorie qui est la catégorie autorité en France. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres pays qui auraient créé leur propre catégorie? Est-ce que vous avez échangé à ce sujet-là? On a eu la liste justement des questions qui se sont posées. La question de la langue inclusive, elle était, évidemment, elle intéresse que les Français, enfin quasiment les pays. Je ne crois pas qu'au Canada, il l'ait posé. La plupart des pays ont choisi leurs questions spécifiques. Il y en avait beaucoup qui portaient justement sur les questions de personnes racisées. Après, chacune a un peu posé ses questions, mais il n'y a pas eu, on a eu la liste globale des questions, mais il n'y a pas eu de circulation et d'échange sur les questions. Et la question d'autorité, je crois qu'on est les seuls à l'avoir posée. Parce que c'était vraiment la continuité du travail qu'on avait effectué auparavant, et je crois que ça parlait pas trop à nos collègues. Et comme il n'y a pas de, comme ça fait partie du, si on était si on était entre collègues chercheurs, il y aurait eu un débat sur ces questions et on se serait interrogé, on aurait discuté des questions et je pense que ça aurait été très très riche. Là, c'était pas le cas. Il y a beaucoup de pays où les femmes ont travaillé sans, je dis les femmes parce que c'est presque que des codeuses, elles ont travaillé sans Internet et sans moyen de coordination. Parce que pour le Canada, tu en as parlé tout à l'heure, qui est-ce qui s'en occupe au Canada? Les collègues, oui, j'ai regardé, j'ai oublié, je voulais le faire avant notre séance et puis j'ai oublié. Je me dis, il y aurait forcément quelqu'un de GMMP dans l'auditoire, mais visiblement, ce n'est pas le cas. En Europe, alors je connais mieux la situation européenne, en Europe, par exemple en Angleterre ou en Italie, c'est aussi des chercheuses. C'est plutôt dans les pays du Sud que c'est des activistes. D'accord. Donc, on n'a pas de collègues qui connaissent les personnes en charge de... C'est dommage, ça aurait été intéressant d'avoir des tout ça est sur le site du GMMP, en ligne. Aller voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Cécile? Est-ce que vous voulez... je vous propose qu'on fasse une petite pause 15 minutes. Alors, Cécile, je ne sais pas, est-ce que tu resteras ou est-ce que tu... Oui. D'accord. Donc, on se retrouve dans 16h30 heure française et combien? Il est 10h30 chez vous, c'est ça? Exactement. Ça marche. Et bien, à tout de suite. Hein.